Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christophe Marion, le délégué général du comité des travaux historiques et scientifiques et institut rattaché à l'École nationale des chartes. Et je suis accompagné d'Agnès McGillivray qui va gérer cette communication aujourd'hui. Communication qui va être prononcée par Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Paris en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en pharmacie et d'un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles. Et puis, vous êtes aussi, j'allais dire presque surtout par chauvinisme, membre de la section sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle du CTHS. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'articles et d'ouvrages en nombre vraiment important, notamment dernièrement un ouvrage que vous avez dirigé avec Sébastien Poulain consacré aux radios locales, Histoire, territoire et réseau, publié chez l'Harmattan en 2021, et puis un autre ouvrage consacré à l'aventurier des radios libres, Jean Ducarroir, 1950-2003, publié là aussi en 2021 chez Glyph. Et puis, vous aurez l'occasion, en fin de conférence, peut-être de nous donner quelques éléments bibliographiques. Merci d'avoir accepté de participer à ce mercredi du comité, le dernier de cette année universitaire. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci Christophe. C'est un plaisir de participer aux activités du CTHS. Je vais commencer par partager mon écran et nous allons en principe voir apparaître devant nos yeux admiratifs le diaporama que j'ai préparé pour cette séance. Voilà, je vais essayer de le mettre en mode plein écran. Voilà. Donc tout a l'air de bien marcher. Hein. S'il y a un problème, vous criez, mais en principe, ça devrait fonctionner. Donc, en fait, c'est une intervention sous forme de questions. Vous avez vu l'intitulé Les médecins ont-ils inventé le cinéma d'enseignement? Ça paraît étrange de lier la médecine au cinéma d'enseignement et à toutes ces formes, jusqu'à, évidemment, de nos jours, le web et Internet. Nous allons voir progressivement si effectivement ils sont bien à l'origine de ce cinéma d'enseignement. Alors pour commencer, une image, une carte postale qui date probablement de la fin des années 20 et du début des années 30, qui représente le collège Saint-Paul à Mamers, donc dans la Sarthe. Et vous voyez représenté une salle de conférence avec de nombreuses chaises et également au premier plan un appareil de projection cinématographique et à l'arrière-plan un haut-parleur qui permet de distiller dans la salle le son de la TSF, comme on l'appelait à l'époque, donc la téléphonie sans fil, dont nous fêtons les 100 ans, et qui prouve que dès cette époque, on avait l'habitude d'organiser des conférences sur des thèmes extrêmement variés, en particulier éducatifs, dans un collège comme celui-ci. C'était un collège catholique qui n'est plus actif de nos jours. Une autre image qui date de une quarantaine d'années après, nous sommes en 1966 ou 1967, et nous sommes dans un collège expérimental dit audiovisuel, créé à Marly-le-Roi dans les Yvelines. C'est ce qu'on appelle le collège Louis Lumière. Le nom de Louis Lumière est suffisamment significatif. Et donc, vous voyez que dans une salle de cours, on dispose d'un certain nombre
de dispositifs, donc en particulier un écran qui permet de projeter des images qui peuvent être fixes ou en mouvement, également le rétroprojecteur qui était tout à fait nouveau à cette époque, et au-dessus de l'écran, on est déjà passé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, la télévision qui est en noir et blanc, mais qui est présente dans les salles. Cela démontre que on projetait encore des films à cette époque-là et qu'on était déjà passé à un stade ultérieur qui était celui de la télévision, en attendant évidemment notre époque prodigieuse qui est celle du web. Alors, il y a eu pas mal d'ouvrages sur le cinéma qui étaient appelés soit cinéma scolaire, soit cinéma éducateur. Donc, deux exemples que je mets sur cette diapositive. L'ouvrage de Eugène Reboul, Le cinéma scolaire et éducateur, on est en 1926, donc c'est très tôt, et celui d'André Lang, qui date de 1848, Le tableau blanc, évidemment, formule pour désigner l'écran éducateur dans toute sa splendeur. Alors, juste un rappel avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant le cinéma, alors je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, mais le cinéma, c'est 1895, c'est une abréviation du terme cinématographe, donc imaginé par les frères Lumière. Avant le cinéma, il y avait déjà des projections d'images sur des écrans. Et là, ce que vous voyez, c'est une gouache représentant l'amphithéâtre, le grand hall de la Royal Polytechnic Institution qui se trouvait donc à Londres, Regent Street, et qui accueillait une foule très importante qui venait assister à des projections sur un écran qui se situait au fond avec orateurs, conférenciers, parfois musiciens, et on utilisait pour ce faire un projecteur, mais un projecteur de lanternes magiques, comme on les appelait souvent pour les dévaloriser, ou lanternes de projection tout simplement. Ce n'étaient pas des images animées, ce n'était pas évidemment encore le cinématographe. Mais de 1840 à 1880 à peu près, il y a eu couramment des conférences illustrées, en particulier à Londres, dans cette magnifique salle. Alors, la question, c'est quand même, les médecins ont-ils inventé le cinéma d'enseignement? Alors, trois personnages vont retenir notre attention, que certains d'entre vous connaissent évidemment. Étienne Jules Marais, c'est celui qui se trouve à gauche, au centre Eugène Louis Doyen, et à droite Jean Commandon. Tous trois plutôt, sont médecins, donc diplômés d'une faculté de médecine, et tous trois vont jouer un rôle très important dans le domaine de l'image. On va commencer par le plus célèbre d'entre eux, Étienne Jules Marais, qui sera quand même professeur au Collège de France, qui sera membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine et de bien d'autres structures. Vous le voyez à gauche, en haut, sur son bureau, sa table de travail à Naples, où il se trouvait la moitié de l'année à peu près, pendant la période d'hiver, puisqu'il ne donnait pas cours pendant ce semestre. Et vous voyez un certain nombre de dispositifs qui correspondent à ces recherches. J'insisterai juste sur l'appareil un peu bizarre qui ressemble à l'appareil cinématographique qui se trouve au fond et qui s'appelle le chronophotographe. Alors, la chronophotographie, dont il est indiscutablement l'inventeur, avec peut-être Muybridge quand même. Edward Muybridge joue un rôle évidemment très important dans cette histoire, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. La chronophotographie, c'est exprimée sous deux formes. La première forme, c'est celle qui se trouve en haut à droite, c'est ce qu'on appelle une chronophotographie sur plaque fixe. Alors, comme vous le voyez, ou comme vous le devinez, il s'agit d'un sauteur de haie dont les postures successives ont été captées sur
une seule plaque photographique sur fond noir, et donc on a une sorte de découpe comme ça du mouvement qui influencera beaucoup les futuristes en particulier, et bien d'autres, mais tout ça sur une seule image. Donc c'est une image en mouvement, mais dans un cadre fixe, en quelque sorte. Donc, on appelle ça la chronophotographie sur plaque fixe. Elle a été mise au point par Étienne Jules Marais en 1882. En bas, vous avez un autre type de chronophotographie, c'est la chronophotographie sur bande mobile, qui annonce très directement la bande cinématographique. Donc vous voyez une succession d'images qui viennent s'imprimer sur une bande qui était au départ une bande de papier, donc opaque, et puis qui sera très rapidement, nous sommes en 1888-1889, sur celluloïd, donc une matière plastique transparente qui permet théoriquement la projection. Donc là, vous voyez une des chronophotographies les plus fameuses d'Étienne Jules Marais, c'est la chute du chat. Donc le chat est laissé à l'abandon en hauteur et retombe sur le sol par miracle, non pas par miracle, d'une manière très scientifique. Marais voulait comprendre comment un chat retombait toujours sur ses quatre pattes. Et donc, il a fait un certain nombre d'expériences, en particulier en 1894, avec présentation à l'Académie des sciences, et une parodie également que l'on peut citer d'Alphonse Allais. Hein, l'une de ses histoires se moque gentiment des vieux professeurs de l'Académie des sciences qui s'amusent à balancer des chats dans le vide, en quelque sorte. Donc, il invente tout ça et fin des années 80, il a pratiquement mis au point le cinématographe. Il manque juste, comme vous pouvez le constater, hein, c'est une pellicule 90 mm que vous voyez là, il manque juste des perforations pour ensuite le projeter sur un écran. Alors il le faisait, hein, il projetait de temps en temps sur des écrans les images en question, mais plutôt pour amuser ses collègues. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la recherche scientifique, et donc capter les images, les capturer pour ensuite les étudier attentivement les unes après les autres. Et le fait de reproduire le mouvement l'intéressait moyennement, et c'est pour cette raison qu'il ne mettra pas au point un système du type cinématographe avant les frères Lumière. Alors parlons du deuxième médecin. Il s'agit d'un médecin spécialisé en chirurgie, Eugène Louis Doyen, que vous voyez ici caricaturé par Sem, hein, célèbre caricaturiste donc du début du XXe siècle et de la fin du XIXe. Eugène Louis Doyen a une double casquette, on va dire. Il est chirurgien, un brillant chirurgien, extrêmement réputé mondialement et considéré comme l'un des plus brillants chirurgiens de sa génération. Il va mettre au point des techniques de chirurgie tout à fait nouvelles, et il va également mettre au point des instruments, des appareils, des tables d'opération absolument révolutionnaires dont nous avons encore plus ou moins usage de nos jours, avec des améliorations évidemment et des nouveaux matériaux. Doyen avait cette casquette, et par ailleurs, il se voulait bactériologiste. Et là, c'est un petit peu le côté négatif du personnage, c'est qu'il était persuadé, par exemple, d'avoir identifié un microbe du cancer. Bon, ce n'est pas le cas, comme ça a été démontré abondamment de son vivant et bien après. Et il était têtu, très têtu, et donc il avait une tendance qu'on peut retrouver chez certains de nos contemporains à avoir une idée fixe et à la défendre à tout prix, quelle que soit l'opinion de ses pairs. Donc il avait ce double aspect, et donc il était très controversé de ce point de vue-là. C'était une personnalité un peu mégalomaniaque, il faut le dire, et donc voilà, tout le monde ne l'aimait pas, et il ne sera en particulier jamais professeur à la faculté de médecine de Paris, ce qui était son objectif
premier. Dans la seconde moitié des années 1890, Rémois, hein, il est né à Reims, vient s'installer à Paris et dans un deuxième temps, il va faire bâtir cet immeuble qui existe toujours, hein, même si ça n'est plus une clinique. Donc, ça sera la clinique Doyen, clinique privée, rue Piccini, dans le 16e arrondissement. Donc, vous voyez, c'est massif. Ça permettait de loger les médecins, les patients qui venaient se faire opérer, mais également d'accueillir différents laboratoires, les rayons X, des laboratoires de photographie, des lieux pour la dissection, un grand amphithéâtre également qui permettait de faire des cours, enfin un lieu extrêmement prestigieux qu'il va bâtir, hein, avec évidemment des honoraires extrêmement impressionnant déjà à l'époque pour ceux qui venaient se faire opérer. Alors, l'une des caractéristiques de Doyen, c'est que c'est un grand amateur de photographie. Il sera membre de la Société française de photographie, donc la principale société dans le pays. Et vous voyez ici une des rares, malheureusement, photographies qui a été conservée parce qu'elles étaient tous sur des plaques de verre et elles étaient conservées dans un lieu qui sera bombardé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la plupart des milliers, dizaines de milliers de plaques de verre réalisées par Doyen ont malheureusement disparu. Non, mais vous voyez cette photo assez précise qui montre le début d'une dissection, probablement pour chercher un ganglion axillaire. Donc, très intéressé par la photographie, logiquement, il s'intéresse au cinéma. Et finalement, assez rapidement, dès le milieu de l'année 1898, donc le cinéma est encore tout récent, hein, et se contente, on va dire, de filmer ici et là, grâce aux opérateurs lumière, ce qui se passe dans les rues de Moscou, de Milan, de Paris ou d'ailleurs, et de faire des pochettes, hein, sans être péjoratif par rapport au début du cinéma, mais genre L'arroseur arrosé ou d'autres scènes que vous avez tous vues. Et Doyen a l'idée d'utiliser cette nouvelle technique de communication à des fins pédagogiques. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une image, un photogramme tiré d'un de ses premiers films, en 1898, et difficile de les dater, mais on est probablement vers mai-juin 1898. Et vous voyez Doyen avec son matériel tout à fait original, donc des sortes de perceuses, des sortes de scies qui permettaient de faire des craniectomies, ce qu'on appelait des craniectomies, donc des ouvertures de la boîte crânienne pour ensuite accéder au cerveau à proprement parler et faire des opérations, hein, comme ça se faisait déjà à cette époque-là, sur le vivant. Et là, il fait une démonstration avec un modèle de crâne et son appareil est prêt à fonctionner. Vous voyez également la table d'opération, hein, métallique, tout à fait révolutionnaire, qui sera vendue à de très nombreuses unités dans le monde entier. Alors, ces films qu'il réalise à partir du milieu de l'année 1898 et il va en faire une première démonstration à Édimbourg en juillet, à la fin juillet 1898. Il s'agit de la réunion annuelle de l'Association médicale britannique et énorme succès de ces projections, des centaines, voire des milliers de personnes présentes admirent ces prises de vue, la technique aussi, la maestria de Doyen. Et donc, vous voyez ici quelques fragments de pellicules qui sont conservés à la Cinémathèque française et qui m'ont été transmis par Laurent Manoni, conservateur des collections. Et donc, vous voyez des opérations extrêmement variées de gynécologie et autres qui sont représentées sur ces bandes. Voilà une de ces bandes agrandies qui représente l'extraction. Alors, je ne vous ai pas montré trop d'images traumatisantes, évidemment. Nous sommes entre amis. Donc, il s'agit de l'extraction d'un goitre réalisé donc, par Doyen, que l'on voit très bien au milieu. Et donc, vous noterez également une des caractéristiques qui a été signalée à plusieurs reprises des films du docteur Doyen, c'est ce qu'on appelle classiquement le plan américain, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au pied, on va
hauteur des genoux, et ça nous permet de voir de plus près, sachant que le gros plan est pratiquement impossible à l'époque, car les objectifs ne sont pas encore assez sophistiqués. Vous voyez les perforations, donc c'est un système de type lumière, on va dire, mais qui est une variante de l'appareil lumière. Alors ces films, il les présentait grâce à un projecteur, un cinématographe, comme on dit, de sa création, hein, avec évidemment des techniciens qui lui étaient associés. Voici le grand modèle, avec donc de la pellicule 35 mm, comme vous pouvez le voir. Pour bien comprendre comment fonctionne un projecteur comme celui-là, et vous imaginez qu'on tourne à la manivelle les images qui se succèdent les unes après les autres, et derrière, il faut imaginer une lanterne de projection qui envoie un faisceau lumineux dans la petite fenêtre qui apparaît au premier plan, et donc les images sortent de l'objectif agrandies, magnifiées sur l'écran. C'est la technique utilisée par les frères Lumière en particulier. Donc ces images, les projettent dans des salles du monde entier, hein, et plus, je dirais, à l'étranger qu'en France, où il est toujours assez controversé, et également dans une salle annexe de sa clinique privée, donc de la rue Piccini. Alors, chose très importante, en 1899, donc, nous sommes en août, il publie sa propre revue, hein, revue critique de médecine et de chirurgie, hein, c'est lui qui l'a fait imprimer, et donc le premier article du premier numéro de cette revue, c'est le cinématographe et l'enseignement de la chirurgie. Alors, je ne vais pas vous développer le contenu de cet article, mais voici les points qui récapitulent les grandes idées. Alors, très important, il y a au moins 3 ou 4 parties dans une conférence pédagogique s'appuyant sur le cinéma. La première partie, le professeur va exposer oralement le principe de l'opération et il va ensuite expliquer à l'aide d'images fixes, donc de plaques de verre ou de dessins, les principaux instruments qui seront employés dans l'opération. Dans un deuxième temps, il va exposer en détail, donc à l'aide de projections toutes fixes, donc des images et diapositives, hein, on pourrait dire, même si le mot n'existe pas en français, en tout cas à l'époque, qui représentent des dessins schématiques ou des photographies d'après nature du cours de l'expérience. Hein, donc, comment ça se passe, les étapes fondamentales. Et le troisième temps, c'est la projection, hein, donc lorsque le manuel opératoire est bien compris par les auditeurs, l'opération est reproduite au cinématographe. On va projeter les films dont je vous ai parlé et, chose complémentaire, quatrième point en quelque sorte, si l'enseignant possède plusieurs positifs de plusieurs cas d'une même opération, il peut les projeter successivement, les comparer, montrer l'évolution, la progression en quelque sorte de la technique en fonction de ces films-là. Et donc, le point très important qu'il signale tout en bas, les élèves n'encombreront plus inutilement les salles d'opération. Il fallait imaginer donc tous les élèves en médecine ou en chirurgie qui se pressaient comme ça autour de l'opérateur et qui finalement ne voyaient pas grand-chose de ce qui se faisait en pratique sur les personnes opérées. Alors à partir de 1906, les films en question vont être regroupés en quelque sorte dans des sortes de compilations qui vont être exportées dans le monde entier. Ici, vous voyez une version espagnole, donc des opérations de la cavité crânienne, et vous voyez le nom d'une société qui apparaît tout en bas, Eclipse. Eclipse, c'est la filiale d'une société anglaise, l'Urban Company, dont on reparlera très rapidement dans le cours de cette présentation. Donc, à partir de là, il y a un syllabus, hein, un texte qui est transmis aux gens qui vont faire les conférences, puisque évidemment, doyen ne peut pas se multiplier, et qui raconte ce qu'il faut dire à partir de ce texte. Une image, à partir
de ces images. Une diapositive assez rare et de mauvaise qualité malheureusement, qui représente le docteur Doyen que vous voyez debout à côté d'un écran qui fait à peu près 2,50 m de haut, et devant le public. Ça vous donne une idée de comment il présentait ses films et comment il les commentait tout en étant à côté de l'écran. Ici, il ne s'agit pas d'un film, mais d'une coupe anatomique, comme Doyen en fera, mais c'est une autre histoire, à la fin des années 1900 et au début des années 1910. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une compagnie anglaise, donc c'est la Charles Urban Trading Company, comme vous pouvez le voir. Charles Urban, c'est un producteur américain installé en Grande-Bretagne, que vous voyez donc en haut à droite, et il va rentrer en relation avec un naturaliste, un spécialiste des sciences naturelles, qui s'appelle Francis Martin Duncan, que vous voyez juste en dessous avec son microscope, et tous deux vont produire ce qu'on va appeler The Urban Duncan Microbioscope, dont les premières projections auront lieu en 1903 à l'Alhambra de Londres, avec un très grand succès, avec cet outil majeur qui est le microscope. Et donc l'idée, c'est de relier la caméra cinématographique, on l'appelle comme ça, au microscope. Alors, chose beaucoup plus spectaculaire et importante, Charles Urban va éditer le premier catalogue de films scientifiques et d'éducation. Nous sommes en 1908, comme l'indique la date. Le nom du catalogue est Urbanora. Alors, je n'ai pas le temps de le feuilleter avec vous, mais il y a des sujets sur les sciences naturelles, évidemment, la physique, la microscopie, etc. C'est la première fois que l'on parle d'enseignement. Donc, il faut reconnaître quand même à Charles Urban qu'il a été pionnier au niveau de cet enseignement. Alors, le succès de Charles Urban fait peur au principal producteur français et mondial à l'époque, qui s'appelle Charles Pathé, hein, donc avec la société Pathé Frères. Et c'est là qu'on voit apparaître le troisième et dernier personnage dont je vais vous parler dans le cadre de cette communication, Jean Commandon, que vous voyez ici avec un lapin qui lui servait de cobaye. Jean Commandon est lui aussi docteur en médecine. Il a soutenu sa thèse en 1908. Pour son travail de thèse, il a travaillé à l'hôpital Saint-Louis, spécialisé dans la dermatologie, hein, l'hôpital Saint-Louis de Paris, et en particulier sur la syphilis, qui est considérée comme une maladie dermatologique et qui est un véritable fléau à cette époque. Et donc, il étudie le vecteur le microbe qui est à l'origine de la syphilis, qui s'appelle le tréponème pâle, ou Treponema pallida, et il essaye de le photographier. Il a du mal parce que le tréponème bouge, hein, c'est quelque chose d'extrêmement mobile, et par ailleurs, les mouvements des différents tréponèmes, dont le tréponème pâle, diffèrent selon les types de tréponèmes. Et donc, il souhaiterait les différencier et donc travailler sur ces mouvements. Donc, il a besoin de travailler avec le cinématographe. Évidemment, l'hôpital Saint-Louis est mal doté de ce point de vue-là, et donc il va aller au contact de Charles Pathé, qui va lui fournir un poste au sein de sa société, un poste de cinéaste scientifique. C'est la première fois que le mot apparaît à proprement parler, et il va s'installer dans les locaux immenses de Pathé à cette époque, qui se situe à Vincennes. Et donc, vous voyez ici l'un de ces bancs micro-cinématographiques, c'est comme ça qu'il faut les appeler, avec toutes les caractéristiques qui seront développées par la suite dans la prise de vue micro-cinématographique. Donc, vous voyez en haut à la verticale une caméra, c'est la caméra Pathé professionnelle, la meilleure caméra Pathé de l'époque, qui est liée en quelque sorte au microscope que vous voyez en bas. Vous voyez un jeu de lentilles, également obturateur, j'insiste pas sur la question, une cuve qui permet d'absorber la chaleur des rayons lumineux. Et tout au bout, vous voyez ce qu'on appelle un héliostat, hein, une technique très utilisée à l'époque qui permettait de suivre la route apparente du Soleil et donc de
de renvoyer la lumière dans le miroir du microscope. Alors, il utilise un microscope spécial qu'on appelle l'ultramicroscope, qui a été mis au point en Allemagne quelques années auparavant, le microscope à fond noir, et ça lui permet d'obtenir ce type d'image. Ce que vous voyez là, c'est Trypanosoma gambiense, donc un trypanosome qui est à l'origine de la sinistre maladie du sommeil, dont le vecteur est la tout aussi sinistre mouche tsetse. Et donc, c'est l'un des films obtenus en 1909 par Commandon. Les films sont présentés à l'Académie des sciences avec un retentissement absolument colossal, hein, une revue de presse monstrueuse sur laquelle je n'insiste pas, ce qui fait que du jour au lendemain, Jean Commandon devient une vedette. Et donc, vous voyez dans ce photomontage Jean Commandon en grand tapis, avec une longue baguette, en train de commenter des images qui sont censées être projetées sur un écran. Et vous reconnaissez évidemment le trypanosome dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est dans Lecture pour tous, donc un magazine à gros tirage, en janvier 1910. Alors évidemment, là aussi, Jean Commandon ne peut pas se multiplier et donc il va écrire, rédiger des conférences cinématographiques qui seront imprimées par les établissements Pathé Frères. On les appelle les vues scientifiques d'enseignement. Et donc, vous avez ici un des premiers exemples intitulé Science sans humain. Et donc, vous avez quelques-unes des caractéristiques exposées par Doyen en 1899 dans le texte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc un avant-propos, une sorte de texte de présentation qui peut être lu par l'orateur, qui ne sera pas forcément Jean Commandon. Donc rappelle le sang, de quoi il est constitué, les globules rouges, qu'est-ce que c'est, en cas d'attaque par les microbes, les globules blancs, etc. etc. Et puis, sur la droite, ce qu'on appelle les sous-titres à l'époque, qui sont en fait des intertitres entre les images mouvementées, hein, cinématographiques, et certains de ces sous-titres, malheureusement je n'ai pas la version en rouge, hein, en bas vous voyez les textes en rouge représentent les sous-titres de la bande cinématographique, donc vous avez un deuxième paragraphe qui est en noir et qui apporte des informations complémentaires en fonction du type de public qui est évidemment visé. Alors, ça va avoir un grand succès, hein. Il y aura même des affiches, comme cette affiche de Cinéma Pathé, les films de vulgarisation scientifique. Hein. La quasi-totalité de ces films ont été soit réalisés, soit supervisés par le docteur Jean Commandon. Et donc, vous voyez un peu le registre de ce qui pouvait être présenté sur un écran. On se rapproche des leçons de choses, évidemment, hein, qui sont encore dominantes dans l'enseignement à cette époque-là, et ça permet de substituer pour des populations très urbaines à la nature qui devient de plus en plus absente, les images, leurs représentations sur l'écran. Le succès va être tel que d'autres sociétés françaises, en particulier Gaumont, hein, vont évidemment produire des films similaires avec d'autres opérateurs, d'autres producteurs. Et vous voyez que Gaumont, par exemple, va créer des postes cinématographiques d'enseignement dans le but de les commercialiser auprès des écoles et évidemment des facultés. Dans les années 20, avant de vivre une seconde carrière chez Albert Kahn et puis à l'Institut Pasteur, Jean Commandon va se concentrer sur la réédition de ces films produits dans les années 10 pour un format tout à fait adapté au public scolaire ou familial qui s'appelle le Pathé Baby, hein, grand appareil, on en trouve encore un certain nombre dans les brocantes. Et vous voyez ici là, un film de ma modeste collection de Pathé Baby qui s'intitule Phagocytose d'un hématozoaire. C'est un film qui est tourné probablement vers 1910 par Commandon et qui est réédité dans les années 20 dans ce support. Hein. Vous voyez que la pellicule est beaucoup plus étroite que la
pellicule qui était utilisée jusqu'alors, c'est-à-dire du 35 mm. Ici, c'est du 9,5 mm et c'est beaucoup plus adapté effectivement aux écoles ou aux projections familiales. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire du cinéma d'enseignement, c'est pas le sujet de la petite conversation que nous avons ensemble, mais indiscutablement, les médecins ont joué un rôle très important, voire pionnier, dans ce développement d'un cinéma d'enseignement. C'est très clair avec, la création de l'outil cinématographique à proprement parler, le rôle éminent joué par Étienne Jules Marais, très très clair avec les grands principes de base posés pour le cinéma chirurgical, mais valable pour tout type de cinéma d'enseignement par Eugène Louis Doyen. Et c'est encore plus net pour ce qui sera la plus grosse production de films de vulgarisation scientifique et qui est attribué donc à Jean Commandon dans les années 10 et 20. Alors, les médecins ne vont pas adopter à bras ouverts cette technique. Il y aura certains qui seront en adoration devant cette nouvelle technique de communication et de transmission de l'information, et d'autres qui sont réfractaires, et ce sera la majorité, tout simplement parce que Doyen était à l'origine de ça. Mais à partir des années 30, on va voir les facultés se doter d'appareils cinématographiques dans les amphithéâtres. Et ce sont quelques bobines de films cinématographiques 35 mm qui ont été retrouvées au début des années 2010 dans une cave de l'université Paris 6. Ce sont des films de la collection de la chaire d'anatomie pathologique de la faculté de médecine de Paris. Et donc, j'ai eu le plaisir de les inventorier, de les consulter et puis ensuite de les diriger vers des archives, les archives du CNC, avec le professeur Paul Prudhomme de Saint-Maur, que je salue évidemment au passage. Donc vous voyez quelques titres et voici par exemple le début d'un film d'animation intitulé L'évolution d'une plaie d'une plaie cutanée, excusez-moi, composée donc de schémas animés, l'utilisation du dessin animé ou du film d'animation pour l'enseignement était évidemment déjà de rigueur dans les années 40, 50, 60. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous donne quelques éléments bibliographiques qui pourront vous aider à approfondir cette vaste question. Je n'ai fait qu'effleurer, évidemment. Cet ouvrage magnifique de Laurent Manoni, que je remercie évidemment pour les quelques images qu'il m'a fournies pour cette présentation. Étienne Jules Marais, La mémoire de l'œil, paru aux éditions Mazzotta en coédition avec la Cinémathèque française, c'est absolument magnifique. Autre ouvrage magnifique que j'ai eu le plaisir de réalisé avec Béatrice de Pastre, qui était la maîtresse d'œuvre en quelque sorte de cet ouvrage, Filmer la science, comprendre la vie, le cinéma de Jean Commandon, aux éditions du CNC, du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, et un dernier qui explique la carrière cinématographique, on va dire, de Doyen, La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen, donc paru en 1904 et que l'on peut ici et là. Voilà ce que je vous ai présenté. Je pense avoir tenu à peu près la demi-heure réglementaire et je cède la parole à Agnès et aux éventuelles questions. Oui, merci Monsieur Lefebvre. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a des questions sur votre exposé, des précisions. Est-ce que des personnes veulent intervenir? Je ne vois personne mettre son micro, mais si vous voulez poser une question, soit oralement, soit dans le chat, parce qu'on peut également poser sa question par écrit si vous préférez. Personnellement, j'ai trouvé ça passionnant. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce sujet et je trouve combien d'actualité parce que depuis 1 an et demi, on est tous un petit peu confrontés à l'enseignement à distance. Donc, c'est vrai qu'on voit que finalement, ça ne date pas d'hier et que
ça nous a permis aujourd'hui, c'est vrai, de continuer à enseigner et de recevoir l'enseignement grâce au film, grâce à la technique cinématographique. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait d'actualité. Alors, effectivement, l'image a été et est toujours largement utilisée en milieu scolaire en particulier, mais avec probablement une petite erreur méthodologique. Hein. Doyen le disait bien, il fallait, avant de montrer les films à proprement parler, exposer très clairement les éléments important de ce qui allait être montré. En particulier, lui parlait des instruments ou des techniques chirurgicales, mais c'est valable pour je sais pas, une expérience de chimie, par exemple. Vous avez des produits, ça n'est pas montrable en soi, mais il s'agit de les présenter avant toute chose, peut-être avec leur forme moléculaire, et expliquer comment elles interagissent avant d'obtenir l'effet, je ne sais pas, des bulles ou des changements de couleur spectaculaires. Voilà. Alors, ça manque un peu, me semble-t-il, dans ce qui est proposé, on va dire, par les formes d'enseignement, que ce soit sur un réseau social que vous connaissez très bien au CTHS qui s'appelle YouTube, dans lequel il y a à boire et à manger, nous le savons tous, mais dans lequel il y a des choses extrêmement précieuses qui sont souvent vues par les élèves, puis commentées en classe, mais parfois mal compris justement parce qu'il n'y a pas eu cette étape préalable de mise en condition, en quelque sorte, de mise en contexte. Très bien. Ben, voilà. Je vous remercie. Je ne vois pas de questions apparaître dans la discussion. De toute façon, ben, comme vous l'avez dit, on va remettre cette conférence sur notre chaîne YouTube. Donc, elle pourra effectivement être revisionnée. Et puis, je pense qu'elle rencontrera son public parce que c'est vrai que c'est passionnant. Voilà. Et ben, écoutez, si personne n'a de questions ni de remarques à ajouter, et ben, on va clore ce dernier mercredi du comité. Voilà, qui clôt également les périodes de confinement. Hein, il faut bien voilà, c'est ça. Il fait beau, il faut en profiter. Tout à fait. Et puis, on se retrouvera sans doute pour une nouvelle saison, bien sûr, de ces conférences en ligne qui sont bien regardées et qui nous permettent d'avoir un autre public et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci Au revoir. à tout le monde. Au revoir.